Je viens au directeur pour présenter les mots de bienvenue au professeur Souleymane Bachir Diagne. Je dis que j'ai la lourde tâche d'être le modérateur d'une conférence animée par le professeur Bachir Diagne, mais c'est en même temps un plaisir pour moi aussi. Donc, avec leur autorisation, je m'en vais vous dire de façon résumée quelques mots de la biographie du professeur Bachir Diagne qui doit animer une conférence sur notre présence africaine en Afrique. Donc, Souleymane Bachir Diagne est ancien élève de l'école normale supérieure de la ULM, agrégé et docteur d'État en philosophie Sorbonne. Après avoir enseigné pendant une vingtaine d'années la philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à celle de Northwestern de Chicago, il est aujourd'hui professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie à l'université de Columbia à New York. Ses travaux s'inscrivent dans les domaines de l'histoire de la logique, de la philosophie, en particulier dans le monde islamique et en Afrique, ainsi que de la littérature francophone. Ses ouvrages les plus récents sont Philosophie en islam et en christianisme, livre d'entretien avec Philippe Capel-Dumont, Paris 2016. Comment philosopher en islam, Paris, Philippe Rey 2013. Ouvrage qui est traduit en roumain et en néerlandais et apparaît prochainement en anglais. The Ink of Scholars, Reflections on African Philosophy, Dakar, Codesia 2016. Traduction de langue des savants, Réflexions sur la philosophie en Afrique, Dakar et Paris. Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal, Paris, CNRS édition 2011. African Arts as Philosophy, Senghor, Bergson and the Idea of Negritude, Siegel Books, 2011. Traduction de Léopold Sédar Senghor, L'art africain comme philosophie, Paris, Rive 9, 2007. Islam and the Open Society, Fidelity and Movement in the Philosophy of Mohamed Iqbal, Codex Traduction de l'Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la philosophie Iqbal, Maisonneuve de la Roche, Paris 2001. Cet ouvrage est également traduit en arabe et en roumain. J'aurais pu m'arrêter là, mais sauf que je ne peux pas m'en empêcher parce qu'on m'a fourni un CV avec quelques éléments qui sont assez intéressants, qui pourraient servir d'exemple pour les étudiants et élèves. Donc, on va vous lire ça rapidement, de façon très avancée. M. Souleymane Bachir Diagne a eu son bac série scientifique, et j'imagine que c'est le bac série C en 1973, bien que ça ne soit pas mentionné ici. De 73 à 77. Il a fait les classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand à Paris pour préparer les grandes écoles. De là, il rejoint l'école normale supérieure où il obtient la licence en philosophie en 1976 à la Sorbonne, autant pour moi, et une maîtrise en Nietzsche, les catégories économiques dans la généalogie de la morale avec la mention très bien. En 1977, il réussit avec brio le test d'entrée à l'école normale supérieure de la rue du LM et obtient le haut titre d'ancien élève de l'école normale supérieure de la rue du LM. En 1978, il obtient son agrégation en philosophie. En 1969-1980, il fait des études et des recherches à l'université Harvard aux États-Unis après avoir été sélectionné dans un programme d'échange entre Harvard et l'École normale supérieure de Paris. En 1982, il soutient un doctorat de troisième cycle à la Sorbonne à Paris sur le titre de l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique, avec la mention très bien qui correspond à tout l'enseignement. Je rappelle que summa cum laude, c'est la plus haute distinction en latin. Donc en 1988, il soutient un doctorat d'État toujours à la Sorbonne avec le titre
philosophie symbolique et algèbre de la logique, les lois de la pensée de Georges Poul, avec la mention très honorable. Voilà de façon très résumée quelques mots de biographie que je vous donner sur le parcours du professeur Souleymane Bachir Diagne. Je rappelle que je n'ai pas bien que tout mérite d'être dit en fait. Mais c'était juste pour donner quelques mots aux étudiants, aux élèves qui sont ici présents, pour leur montrer que le professeur Bachir Diagne, quelqu'un qui a réussi à faire entendre la voix d'un petit pays comme le Sénégal dans les prestigieuses universités américaines, qui constitue un exemple à suivre et un modèle à imiter. Voilà. Du comité du pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013, donc ici, et suite à cette concertation, il y a eu 78 recommandations qui ont été dégagées et il y a eu un conseil présidentiel du 19 août avec 11 décisions présidentielles pour l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Et la première décision, c'était de réorienter l'enseignement supérieur vers les STEM. Et je disais que le Polytechnique a été dans les STEM depuis sa création en 1930. Merci, professeur. Je vous remercie, vous tous, d'être là, d'avoir pris de votre temps pour venir partager cette réflexion avec moi. Vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, et je voudrais en la matière d'ailleurs dire toute ma satisfaction et rendre hommage au bureau des élèves de l'école polytechnique de Thiès. Quand ils m'ont contacté il y a déjà 2 ans, j'avais immédiatement dit oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis enseignant jusqu'à la moelle épinière, et un enseignant n'a de sens, sa vie n'a de sens que lorsqu'il la passe avec des étudiants. Et les passer avec des étudiants de Polytechnique, en particulier chez moi au Sénégal, c'était véritablement un rêve pour moi. Donc l'honneur est pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté immédiatement de venir. En revanche, je n'ai pas pu trouver pendant les 2 années en question le temps de venir. Je fais des voyages un petit peu absurdes où je passe que 2 jours, par exemple, à Dakar, ce qui est tout à fait absurde parce que, à mon âge, je ne devrais plus faire ce genre de choses, passer comme ça de l'Atlantique et revenir immédiatement. Le corps ne sait plus quelle heure il est parce que le décalage horaire de 6 heures, quand vous rentrez chez vous, le corps ne sait pas quelle heure il est, s'il faut prendre le petit déjeuner, le dîner, s'il faut dormir, se réveiller. Donc j'arrête de faire ça. Alors cette fois-ci, puisque j'avais devant moi une dizaine de jours, alhamdoulillahi rabbil alamin, la possibilité m'a été donnée de venir vous rencontrer et je suis ravi de cette occasion. La deuxième raison, c'est que j'ai une tendresse particulière, cela a été rappelé, j'ai une tendresse particulière pour les études scientifiques. D'abord parce que notre système éducatif ne fonctionnera bien que si, et vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, que s'il y a un rééquilibrage entre ce que j'appelle les faux humanistes et les faux littéraires, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent dans les humanités et les sciences sociales, non pas par véritable choix, mais par défaut, parce qu'ils ont reculé horrifiés devant les mathématiques, ils sont tombés dans les humanités. Cela, malheureusement, ne compte pas véritablement. Si nous arrivons à redresser notre système éducatif et si nous arrivons à le réorienter vers les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, nous aurons fait un grand pas. Et puis aussi, troisième raison liée à celle-là, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, j'ai moi-même longtemps hésité quand je venais de finir mes études secondaires entre une carrière scientifique et celle que j'ai choisie finalement d'être professeur de philosophie. Je suis parti, à l'époque j'avais fait un bac C, vous l'avez dit, qui correspond à la série S maintenant, S1. Et voilà, je suis parti en France avec dans ma poche une acceptation pour l'INSA de Lyon. Si j'y avais été aujourd'hui, je serais probablement un ingénieur de sortie de l'INSA. Et les classes préparatoires, j'ai choisi les classes préparatoires. Vous avez eu raison de choisir Polytechnique. Aujourd'hui, j'aurais fait le même choix. Mais, cela dit, je ne crois pas en un cloisonnement étanche des disciplines, y compris entre les disciplines dites littéraires ou sciences sociales et les STEM. Pour la raison suivante, c'est que l'esprit humain est un. Et qu'en définitive, il ne faut pas se refuser la moindre orientation dans la réflexion
sous le prétexte qu'on serait enfermé dans une spécialité donnée. Vous êtes dans une école qui, évidemment, vous donne les meilleures qualifications possibles, c'est-à-dire que vous aurez une formation extrêmement pointue, mais cette formation extrêmement pointue ne donnera toute la promesse dont elle est porteuse que si elle vient également dans un environnement d'ouverture intellectuelle à un ensemble de disciplines. C'est la raison pour laquelle, bien qu'ayant fait de la philosophie, au moment d'écrire ma thèse, j'ai décidé de retrouver mon vieil amour des mathématiques, et donc je l'ai faite sur l'algèbre de la logique, comme vous venez de l'entendre tout à l'heure. Et l'algèbre de la logique elle-même, je m'excuse de cette digression, mais j'ai envie de vous parler plus personnellement. L'algèbre de la logique, évidemment, aujourd'hui vous la connaissez, puisque c'est l'algèbre dite de Boole. Ce sont les anneaux, les structures de l'algèbre de Boole sur lesquelles vous travaillez, et c'est également tout le système binaire sur lequel repose notre civilisation de l'ordinateur. Quand vous avez 0 et 1 et les chaînes de caractères avec 0 et 1 pour traduire tout ce que vous voulez en digitalisant, en réalité, ce système-là provient de Boole, George Boole, sur lequel j'ai travaillé. Et ce système, qui est devenu un système mathématique et un système informatique, était à l'origine un projet philosophique. Ce que Boole voulait faire, c'était trouver une modélisation pour les lois de la pensée, pour la manière dont nous raisonnons. Et c'est en cherchant, en suivant cette idée philosophique à partir d'Aristote, qu'il en est arrivé à créer ce système mathématique que vous connaissez mieux que tout le monde sous le nom de structure ou anneau de Boole. Eh bien, vous voyez sur ce plan très précis ce que signifie que la vraie recherche, la vraie innovation ne se passe jamais vraiment à l'intérieur d'une qualification donnée, mais à la frontière entre les sciences. C'est à la frontière entre les sciences que les grandes innovations se font, et c'est la raison pour laquelle il faut à la fois creuser sa tranchée dans la spécialisation que l'on a, mais également élargir son horizon intellectuel avec toutes sortes de sujets. C'est ce que je voulais vous transmettre d'abord comme premier message avant d'expliquer pourquoi à des scientifiques comme vous, vos amis du bureau de l'École polytechnique de Thiès, M. Villane et M. Daffé qui vient de nous parler, nous avons convenu que je vous parlerai de la présence africaine, notre présence africaine dans le monde, c'est-à-dire que je mènerai avec vous une réflexion sur ce qu'a signifié dans le passé et ce que signifie aujourd'hui la construction de notre continent, la construction de l'Afrique comme une totalité. En quelque sorte, il s'agit de revisiter le projet panafricain comme on pourrait l'appeler. Et c'est une question qui m'a semblé importante parce que c'est une question qui s'adresse surtout à vous, les jeunes générations. C'est à vous qu'il appartiendra, dans les responsabilités que vous allez exercer, de penser l'Afrique aujourd'hui pour demain. Et je voulais vous proposer un certain nombre de pistes de réflexion sur lesquelles nous discuterons pour ce projet panafricain. Donc, mon orientation est prospective, mais il n'y a de bonne prospective que lorsque cette prospective est appuyée sur un examen rétrospectif. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord, dans un premier temps, dans un premier moment de ma communication, partager avec vous l'examen du chemin qui a été parcouru, ce qu'ont été les origines et la trajectoire du projet panafricain. Donc, je commencerai d'ailleurs par une idée tout à fait simple, qui est la généalogie du mot même d'Afrique. Nous disons, nous sommes africains, nous voulons l'unité africaine, nous voulons les États-Unis d'Afrique, mais ce mot, ce concept, cette notion d'Afrique que nous revendiquons ainsi, quelle est son origine et quelle est l'histoire de l'idée panafricaine? Pour comprendre l'origine du mot Afrique, deux langues, l'arabe et le latin. Ifriqiya en arabe, Africa en latin. Et la raison pour laquelle, pour comprendre l'origine, la généalogie du mot Afrique, il faut se reporter à l'origine arabe, Ifriqiya, c'est que précisément, c'est une origine berbère, puis arabe, du mot Afrique qu'il s'agit de comprendre ici.
On n'est pas sûr, on ne sait pas exactement cette origine. Mais ce que l'on sait de manière sûre, c'est que c'est une appellation qui a concerné un territoire autour de ce qu'était la ville de Carthage, au sud de la ville de Tunis actuelle. Cela veut dire donc que c'est une portion de territoire qui se trouve dans la Tunisie actuelle qui a d'abord porté le nom qui donnera le mot Afrique. Quelque chose comme Affaire. Donc ça peut être ou bien un nom de tribu berbère qui vivait sur place, ou bien un nom de divinité berbère, Affaire, qui ressemble à Affaire. Toujours est-il que c'est la conquête romaine de l'Afrique du Nord qui va généraliser l'usage du mot Africa, qui est la manière dont les Romains vont latiniser ce mot local, berbère, à l'origine. Pour dater les choses très rapidement, et encore sur les détails historiques, je vais passer parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, à la fin des guerres dites puniques, c'est-à-dire les guerres que Rome a menées contre Carthage. Vous savez qu'à un moment donné, Carthage était une ville prospère, puissante, capitale de la Numidie, et Carthage, au fond, pouvait se poser en rival de la ville de Rome. Raison pour laquelle Rome va entreprendre une guerre contre Carthage et va détruire Carthage. Et c'est la troisième guerre punique qui aboutit à ce résultat, qui fait que Rome va conquérir l'Afrique du Nord et va donner donc le nom de Africa en latin à toute cette région de l'Afrique du Nord, la région qui est à l'ouest de l'Égypte et de la Cyrénaïque, c'est-à-dire de l'Égypte et de la Libye actuelle. Donc l'Égypte garde son nom, la Cyrénaïque également, ou encore appelée Libye, et puis tout le reste, ce qui correspond aujourd'hui au Maghreb, Tunisie évidemment, Algérie, Nord-Algérie et Maroc, c'est ce que Rome va appeler Africa. Cette conquête romaine qui se termine au IIe siècle avant Jésus-Christ, elle sera suivie bien des années plus tard, bien des siècles plus tard, par la conquête arabe, qui va cette fois-ci reprendre le vieux nom local de Ifrique, et puis l'arabiser sous la forme Ifriqiya, et accorder ce nom, donner ce nom à l'ensemble de l'Afrique du Nord, à l'ouest encore de l'Égypte. C'est-à-dire que cette fois-ci, la conquête n'est plus la conquête romaine, c'est la conquête arabo-musulmane. Et comme vous le savez, cette conquête arabo-musulmane qui commence d'abord sous le khalifa, le deuxième khalife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, va ensuite se poursuivre et devenir une véritable opération militaire qui va balayer toute l'Afrique du Nord jusqu'à Gibraltar et de Gibraltar passer dans le sud de l'Espagne. Ceci se passera sous la dynastie des Omeyyades qui, comme vous le savez, règne à partir de l'an 650. Et en 711, toute cette partie de l'Afrique du Nord est devenue musulmane sous le nom, encore une fois, de Ifriqiya. Je saute très rapidement, puisque ce ne sont pas les détails historiques qui sont les plus importants, pour regarder le Moyen-Âge européen. Donc, le Moyen-Âge européen, c'est ce qu'est Africa. Africa, c'est la partie nord du continent. Et puis, avec le progrès des circumnavigations, c'est-à-dire quand les différentes flottes européennes vont mieux connaître les contours, le pourtour du continent africain, on va élargir la dénotation du mot Afrique. Ce ne sera plus seulement la frange méditerranéenne du continent, mais peu à peu, le nom Afrique va être appliqué à la totalité du continent, dès lors qu'on connaît mieux la forme de ce continent grâce aux circumnavigations de ces différentes flottes dont je viens de parler. Pourquoi je vous rappelle cette histoire très ancienne, et pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse aujourd'hui? Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose et poser une grande question. L'origine du mot Afrique est une origine interne. Je vous ai dit encore une fois que le nom est un nom de tribu et de localité située dans la Tunisie actuelle. Mais ce nom a été appliqué au continent de l'extérieur, du dehors. De ce point de vue-là, vous pouvez parfaitement dire, nous pouvons parfaitement dire, que l'Afrique en tant que telle est une invention de l'Europe.
Personne ne pensait à soi comme africain avant de découvrir le nom Afrique appliqué au continent qui est le nôtre. Donc, le mot même d'Afrique que nous revendiquons et que nous revendiquons à juste titre, et je vais revenir sur la signification de cette revendication, le nom même d'Afrique est une dénomination impériale au sens où un empire extérieur à l'Afrique l'a accordé au continent, de la même manière que c'était un geste impérial de décider qu'une portion de terre s'appelait Côte d'Ivoire parce que les puissances européennes venaient y chercher de l'ivoire, ou bien s'appelait Gold Coast parce que les mêmes puissances coloniales venaient y chercher de l'or, ou bien alors donner des noms géographiques du genre sud-ouest africain, qui était l'ancien nom de la Namibie, ou Afrique du Sud, que l'on retrouve encore aujourd'hui, ou alors carrément des noms de conquérants européens, comme Cecil Rhodes, qui a donné son nom à la Rhodésie. Donc, toutes ces appellations qui sont des appellations impériales, c'était le cas également. Pour toutes ces appellations, c'était également le cas que le continent africain lui-même ait été désigné de l'extérieur comme Afrique. Ce que cela signifie maintenant comme tâche, c'est que les Africains ont eu à internaliser la signification du mot Afrique, à se l'approprier. Dès lors que c'était un nom venu de l'extérieur et appliqué à leur propre continent, la tâche devenait de s'approprier ce nom, de le revendiquer et d'en faire un projet interne à l'Afrique et interne pour les Africains eux-mêmes. Une fois que j'ai posé cette question de cette manière-là, je voudrais faire avec vous deux remarques. Comme je l'ai indiqué, originellement, s'appelait Afrique la partie qui aujourd'hui s'appelle le Maghreb. Le paradoxe étant que vous trouverez très facilement un Marocain ou un Tunisien qui vous dira « je n'ai jamais été en Afrique ». Il pense dans sa tête que l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne. Il n'a pas le sentiment, d'une certaine manière, de se trouver sur le continent africain. Il le sait puisque, avec la Coupe d'Afrique des Nations, il est bien obligé de jouer contre le Cameroun ou le Gabon. Mais il y a une sorte de tropisme, d'orientation des terres méditerranéennes qui se trouvent au sud de la Méditerranée vers l'Europe. La deuxième remarque que je voudrais faire, et ceci me mène dans un terrain philosophique, c'est que ce démembrement, cette manière de considérer qu'il y a une séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne est précisément une manière coloniale de penser notre continent. J'ai parlé tout à l'heure de la réappropriation nécessaire du concept d'Afrique par les Africains. Eh bien, cette réappropriation, elle doit se faire précisément contre ce partage colonial, contre ce démembrement de l'Afrique qui consiste à considérer qu'il y a d'un côté Égypte, de l'autre l'Afrique du Nord et ensuite l'Afrique subsaharienne. Cette construction coloniale a d'abord été le fait des philosophes. Le philosophe qui est responsable de ce démembrement de l'Afrique, c'est le philosophe que vous avez probablement étudié en terminale, qui est le philosophe Hegel. Vous avez probablement étudié les pages de Hegel, les pages extraordinaires qu'il consacre à l'Afrique dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, où Hegel trouve que, décidément, l'Égypte a une civilisation bien trop importante pour le reste de l'humanité, bien trop riche pour être une civilisation africaine. Il décide donc que, culturellement, sur le plan de la civilisation, l'Égypte doit être rattachée à l'Asie. Deuxième chose, il estime également que l'Afrique du Nord, ce n'est pas vraiment l'Afrique. Parce que, précisément, l'Afrique du Nord est baignée par la mer Méditerranée. Et traditionnellement, depuis les Grecs, ensuite depuis les Romains, la mer Méditerranée était considérée comme un espace de civilisation européen. Et donc, pour Hegel, l'Afrique du Nord avait vocation à être le prolongement de l'Europe. Évidemment, il ne s'agissait pas de l'intégrer à égalité. Il s'agissait de prolonger l'Europe au sud de la Méditerranée en faisant de l'Afrique du Nord une colonie. Et l'époque où Hegel donne ses leçons sur la philosophie de l'histoire, parce que ça a d'abord été des leçons orales délivrées à des étudiants avant d'être un texte écrit, d'ailleurs, à partir de notes prises par les étudiants. Ceci se passait au début du XIXe siècle.
en 1830. En 1830, quand Hegel est en train de donner ses leçons sur la philosophie de l'histoire, il se passe un événement important, c'est la conquête d'Alger par la flotte française. La France conquiert l'Algérie, l'Alger, et c'est le début de la colonisation française du continent africain. Et Hegel salue cet événement comme étant justement l'aube d'une ère qui va voir enfin l'Afrique du Nord rattachée à l'Europe d'une manière comme un prolongement colonial. C'est donc contre ce démembrement colonial du continent africain qu'il s'agit de se réapproprier l'idée et le concept d'Afrique. Penser notre présence africaine dans le monde, c'est donc répondre premièrement au fait que le nom a été appliqué de l'extérieur. Nous allons faire en sorte que même si le nom a été appliqué de l'extérieur, le projet soit le nôtre et qu'il nous parle à nous. Et deuxièmement, nous devons construire cette Afrique contre ce démembrement en une Égypte, une Afrique du Nord et une Afrique subsaharienne séparées. Ceci me mène à mon deuxième point dans la réflexion sur cette construction de l'Afrique comme totalité et ce que signifie nous approprier et internaliser la signification de l'Afrique. Ce point me mène à considérer la diaspora africaine et son rôle dans la construction de l'unité africaine comme une première internationalisation. Vous le savez certainement, le projet panafricain, la pensée du continent africain comme totalité, ça ne naît pas d'abord en Afrique, ça naît dans la diaspora africaine. Et au fond, si on y réfléchit, c'était tout à fait logique. Il était logique que les Africains qui ont été arrachés à ce continent par l'esclavage soient précisément ceux qui auront une vision totale de l'Afrique par la suite. On a cité souvent des cas d'esclaves qui, lorsqu'ils venaient d'arriver dans le Nouveau Monde, comme on l'appelle, c'est-à-dire en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, lorsque l'un d'eux mourait, il disait « je retourne en Guinée ». Un mot déformé sur place, mais qui ressemblait au mot Guinée, c'est-à-dire c'était donc des esclaves qui avaient été arrachés à la côte ouest africaine, ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Ce n'est pas nécessairement la Guinée actuelle, mais tout le golfe de Guinée. Puis de plus en plus, ils ne vont plus se référer à une terre africaine particulière, ils vont se référer à l'Afrique comme totalité. C'est-à-dire donc que l'idée même que l'Afrique forme un tout indivisible, cette idée va naître non pas à l'intérieur du continent, mais parmi ceux qui regardent de l'extérieur un continent auquel ils ont été arrachés, et comme ils n'ont plus de localisation particulière, pour eux, le continent va être un tout. Et c'est dans un cadre comme celui-ci, dans le cadre diasporique que je viens de décrire, que vous allez avoir la naissance du projet, véritablement, du projet panafricain. Je vais passer rapidement sur les détails. Je vais simplement retenir peut-être deux grands noms. Le premier grand nom, vous le connaissez, c'est le nom de Marcus Garvey, qui est, qu'on peut considérer un peu comme le père du panafricanisme. Encore que Garvey a été précédé par un certain nombre d'Africains, de descendants d'Africains qui se sont retrouvés par la suite sur le continent africain et qui ont commencé à réfléchir au destin de ce continent, comme Blyden au XIXe siècle. Mais c'est véritablement à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle, que Marcus Garvey va être porteur du projet panafricain avec son thème du retour à l'Afrique. Et vous connaissez certainement cette histoire parce que vous savez ce que la philosophie et la trajectoire du reggae doit à Marcus Garvey sur ce plan-là. Je vous rappelle qu'il était jamaïcain. Ça, c'est le premier nom que je voulais citer. Il est, donc, pour vous donner les dates, il est né en 1887 en Jamaïque et il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1940 à Londres. L'autre nom que je voulais citer, qui est véritablement quelqu'un qui a pensé le panafricanisme, parce que Marcus Garvey était moins un intellectuel et un penseur qu'un activiste. C'était surtout
un activiste qui savait mobiliser autour d'une idée, autour d'un projet, plutôt qu'un philosophe ou un homme de réflexion. Celui qui sera le philosophe et l'homme de réflexion concernant le projet panafricain, c'est W.E.B. Du Bois, comme on l'appelle, William Bogart Du Bois, que vous connaissez également, lequel Du Bois est né dans le Massachusetts en 1868 et il a vécu très vieux puisqu'il est mort en 1963 et il est mort au Ghana où il est enterré, sa tombe se trouve aujourd'hui au Ghana. Il a donc pu, dans sa longue vie, voir l'Afrique accéder pour l'essentiel à son indépendance et en particulier le Ghana être indépendant en 1957. Alors, l'importance du Bois, c'est qu'il va être très rapidement l'organisateur d'un certain nombre de grands congrès panafricains, lesquels congrès vont approfondir de plus en plus la signification de ce projet. Il est fondateur de ce qu'on appelle le NAACP aux États-Unis. En 1909, c'est la National Association for the Advancement of Colored People, l'association nationale pour l'avancement des peuples de couleur, des gens de couleur, comme on appelait à l'époque les Noirs. Et c'est dans la continuité de sa philosophie qu'il a amené à créer le NAACP qu'il s'est engagé dans le combat pour la libération, pour l'émancipation africaine. Donc cette idée qu'il fallait à la fois penser ensemble l'émancipation du continent et son unité, que cette émancipation ne pouvait exister que si le continent était uni, c'est une idée que vous retrouvez au fondement même de la philosophie de W.E.B. Du Bois. Il y a eu un premier, on ne peut pas l'appeler congrès panafricain parce que ça ne s'appelait pas un congrès à l'époque, c'était une rencontre d'un certain nombre d'intellectuels noirs américains, quelques intellectuels africains, dont Lamine Senghor, etc., qui s'est tenu au début du siècle, avant que la série des congrès qui vont s'appeler congrès et s'appeler panafricains ne commence. Donc, le premier à s'appeler vraiment congrès est celui qui se tient en 1919 à Paris. Et en 1919 à Paris, se trouve sur place un député venu du continent africain, c'est Blaise Diagne. Et donc Blaise Diagne va jouer un rôle important pour aider à l'organisation de ce congrès panafricain de 1919 qui se tient, j'ai dit à Paris, ce n'est pas tout à fait exact, en fait il se tient en 3 endroits différents. C'était un congrès, si vous voulez, qui se tenait en 3 temps à Londres, à Paris et à Bruxelles. Et lorsque ce congrès se tient et que W.E.B. Du Bois joue un rôle important, il y a déjà une sorte de division dans la philosophie de ce que doit être le panafricanisme. Du Bois, c'est connu, est quelqu'un qui avait des inclinations communistes. Il était communiste en particulier, ça explique d'ailleurs tous les problèmes qu'il a eus avec le gouvernement américain. Blaise Diagne n'était pas tout à fait dans ces dispositions-là, donc vous aviez 2 manières de penser le panafricanisme, une manière gradualiste, dirais-je, à la Blaise Diagne, qui consistait à penser qu'il fallait organiser ces congrès panafricains et, dans le cadre de la colonisation, essayer d'aménager le maximum de droits pour les populations indigènes, alors que W.E.B. Du Bois était infiniment plus radical, lui, dans son exigence d'émancipation. Mais ce deuxième congrès dont je parle se tient et indique cette différence d'approche. Le 3e congrès, 1923 à Lisbonne, je passe très rapidement. 4e congrès, 1927, celui-ci a la particularité de regrouper des gens venus d'un peu partout. Nehru est présent, l'Indien Nehru, Einstein, le physicien que vous connaissez, et c'est le moment également où Lénine commence à s'intéresser à la question noire dont il estime que cela devrait être inclus dans la démarche communiste. Je saute sur les années et je termine ce tour d'horizon historique par le congrès de Manchester de 1945.
Le congrès de Manchester de 1945 est important parce que c'est le dernier congrès panafricain qui se tiendra hors d'Afrique. 1945, c'est une date charnière. À partir de ce moment-là, le projet panafricain, le projet de constitution de l'Afrique comme totalité ne sera plus un projet impulsé de l'extérieur, c'est-à-dire par la diaspora africaine-américaine, mais un projet continental tenu à bout de bras par les Africains eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, va émerger une figure qui est une figure extrêmement importante parmi les nouveaux dirigeants africains. C'est la génération, vous le savez, de Lamine Gueye, c'est la génération de Léopold Sédar Senghor, c'est la génération de Apiti ou de Houphouët-Boigny, et c'est surtout la génération de Kwame Nkrumah, qui va être le président du Ghana indépendant. Kwame Nkrumah est celui qui fait le lien entre le panafricanisme de la diaspora, le panafricanisme impulsé de l'extérieur, et ce que va devenir le panafricanisme lorsqu'il va se continentaliser et se rapatrier sur le continent africain. Kwame Nkrumah, dans la ligne idéologique qui était celle de W.E.B. Du Bois, pense aussi le lien indéchirable et profond qui existe entre émancipation d'une part et unité de l'autre. Vous ne pouvez pas, selon lui, penser une vraie indépendance africaine si vous ne pensez pas en même temps l'unité africaine. Africa United. Africa must unite. Ça, c'est le leitmotiv de Nkrumah. Donc, 1945, il est là, évidemment, et il est chargé, en quelque sorte, il est un peu la voix du projet panafricain et chargé de rapatrier le projet panafricain à l'intérieur du continent. Le Ghana, sur ces entrefaites, assistera à la conférence, la grande conférence de Bandung de 1955, qui est le véritable moment des grandes décolonisations. 1955, l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh sont déjà indépendants depuis 8 ans, en 1947, et la cascade des indépendances va bientôt commencer. 1955, ce sera suivi en 1957 par l'indépendance du Ghana, qui abandonne son nom colonial de Gold Coast et s'appelle à ce moment-là Ghana. Et je vous l'ai dit, W.E.B. Du Bois va accompagner la trajectoire du Ghana. Il va devenir ghanéen et va mourir au Ghana en 1963, 6 ans plus tard. Martin Luther King assiste à la cérémonie d'indépendance du Ghana. Je vous dis cela parce que c'est le symbole, si vous voulez, de ce lien qui a toujours existé entre la diaspora africaine-américaine et le projet panafricain. La présence de Martin Luther King et de W.E.B. Du Bois marque symboliquement ce lien qu'il y a là. J'ai insisté sur le rôle que Nkrumah va jouer. Il faut également insister sur le rôle que le premier président de ce pays-ci, Léopold Sédar Senghor, va jouer également. Senghor va s'opposer de toutes ses forces pendant très longtemps à ce qu'il appelle la balkanisation, c'est-à-dire la fragmentation de l'Afrique. Vous le savez, vous l'avez lu dans vos livres d'histoire, à un moment donné, la France a trouvé que l'organisation la plus rationnelle de ses propres colonies, c'était de les regrouper en fédérations, 2 grandes fédérations. La fédération de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et la fédération de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Mais voilà que le moment où les indépendances commencent à se dessiner, la France décide que si elle décolonise, elle va décoloniser morceau par morceau. Elle va décoloniser les territoires de manière séparée et non pas la fédération. Senghor s'opposera de toutes ses forces contre cela. On dit que Senghor a été très tiède vis-à-vis de l'indépendance, qu'il n'était pas assez revendicatif. Vous savez, quand on y réfléchit, mais c'est une discussion que l'on peut avoir, quand on y réfléchit et qu'on lit attentivement les textes de Senghor, on se rend compte d'une chose. Dès 1946, il avait déjà parlé de l'indépendance. Il savait qu'elle était inéluctable. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était clair que les craquements du système colonial allaient conduire vers les décolonisations. Il était donc clair qu'à un horizon plus ou moins éloigné, les indépendances allaient s'effectuer. Dès lors, ce n'était plus la priorité pour Senghor d'être indépendant en 56, en 58, en 60 ou en 62. La priorité pour lui était d'y aller ensemble. C'est-à-dire que dans le couple émancipation-unité,
il fallait pour lui mettre l'accent sur le concept d'unité et l'émancipation, de toute façon, se ferait. Comme le disait Nkrumah, paraphrasant la Bible d'ailleurs, prenez le royaume politique et le reste vous sera donné de surcroît. C'est-à-dire, commencez par réaliser votre unité et l'indépendance elle-même viendra. Et c'est la raison pour laquelle Senghor a considéré comme un grand échec les indépendances séparées des pays africains. Il s'est finalement résigné à cette indépendance séparée après avoir essayé de créer l'entente, c'est-à-dire une unité des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, après avoir essayé de maintenir la dernière trace de cette fédération qui était la fédération entre le Sénégal et le Mali. Ça aussi, ça va échouer. Mais il n'a jamais pensé que les États africains indépendants tels qu'ils étaient en mesure d'assurer une vraie indépendance. C'était cela, au fond, le climat où quelqu'un comme Nkrumah ou quelqu'un comme Senghor représentait le dernier avatar, la dernière forme de ce projet panafricain qui couplait de manière indéchirable émancipation et unité en étant les héritiers du projet panafricain diasporique. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est-à-dire, vous avez vu le trajet Afrique dans l'histoire, eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui? Et ceci est ma troisième partie. Et si je décris à peu près la situation où nous sommes, c'est pour aussi essayer de mesurer les responsabilités qui sont les vôtres, parce que ce projet, celui-ci, c'est vous qui allez l'habiter. Ce ne sont plus les W.E.B. Du Bois, ce ne sont plus les Marcus Garvey, ce ne sont plus les Léopold Sédar Senghor, c'est vous, Daffé, c'est vous, Wilane, et c'est à vous de le porter. D'abord, quel est le contexte où il s'agit de réfléchir à notre présence africaine dans le monde et à la nouvelle forme que le projet panafricain doit revêtir? Quelle est la situation de l'Afrique si nous la décrivons de manière générale, à grands traits? Évidemment, ce sera un peu simpliste, mais vous comprenez bien que sur un continent de 54 États, il est très difficile de donner les grands détails. Pour essayer de vous décrire ce mouvement de l'Afrique aujourd'hui, je vais prendre deux dates et deux titres d'un même journal, un journal extrêmement important, The Economist. C'est le journal, si vous voulez, qui est la prière du matin de tous ceux qui sont dans le domaine de la finance et de l'économie. Ils regardent The Economist pour savoir ce qu'il faut penser. Eh bien, en l'an 2000, à l'orée du troisième millénaire, The Economist consacre un numéro spécial à l'Afrique. Et le grand titre de The Economist, c'est Africa, the Hopeless Continent. Afrique, le continent sans espoir. Le continent à la dérive. Et les articles qui sont à l'intérieur de The Economist sont le summum de ce qu'on a appelé l'afro-pessimisme. L'idée qu'on a tout essayé pour le continent africain, mais décidément il y a quelque chose qui ne va pas avec ce continent et il ne pourra pas se développer. The Economist avait sur ce plan-là des réflexions qui tendaient à indiquer que les économistes ont essayé toutes les formules et que finalement, si les formules économiques rationnelles ne marchent pas, c'est que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Ce sont les Africains, c'est la culture africaine. Autrement dit, quelque chose de notre culture s'opposerait à l'idée même de développement. Vous ne pouvez pas avoir une idée plus désespérante. Si quelqu'un vous dit non seulement vous êtes dans la crise, mais vous êtes la raison pour laquelle vous êtes dans la crise, il n'y a pas de porte de sortie. C'était le numéro le plus désespérant qui soit. 2000. 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, 2011, le même journal, The Economist, regardant ce qu'il avait publié en 2000, écrit cette fois-ci « Africa, the hopeful continent, rising Africa ». Le continent de l'espoir et l'Afrique, rising, comment on pourrait traduire, en éveil, l'Afrique en mouvement, l'Afrique en marche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux numéros? 10 ans, évidemment. Mais dans ces 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que l'on est sorti des profondeurs de l'afro-pessimisme pour un titre comme celui-là, qui semble être
la marque même de l'afro-optimisme, c'est qu'il y a eu une transformation profonde du continent africain pendant cette période-là. Ou plutôt, il est plus logique de dire que les transformations profondes que le continent était en train de subir de toute façon, depuis longtemps, ne sont apparues en pleine lumière que pendant cette période-là. Les prospectivistes, ceux qui font de la prospective, parlent lorsqu'ils font dans leur jargon à la fois des tendances lourdes, évidemment, donc c'est-à-dire que vous étudiez une situation, un système donné, vous regardez les tendances qui travaillent ce système et vous prolongez les tendances et vous vous donnez une sorte de projection dans un certain futur en espérant que vos courbes vont rester rationnelles et qu'elles ne vont pas devenir folles au bout d'un certain temps. De toute façon, vous ne pouvez jamais aller au-delà d'un certain horizon. Vous êtes des mathématiciens, vous voyez de quoi je parle. Et en revanche, ce que vous pouvez également repérer lorsque vous lisez la réalité d'un système, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la prospective des germes de changement. Des choses qui apparaissent à ce moment-là et dont vous vous dites que potentiellement, elles peuvent devenir des courbes importantes. Mais au moment où vous les lisez, ce sont simplement des germes, c'est-à-dire des potentialités. Les germes de changement ont commencé à être apparentes pleinement au moment où The Economist écrivait son deuxième éditorial, 10 ans après celui de l'afro-pessimisme. La transformation profonde et rapide a été d'abord une transformation démographique. Vous savez que dans la prospective, quand vous faites de la prospective, il est très difficile de prolonger les courbes sur les situations économiques au-delà d'un certain nombre d'années. On vous dit même qu'au-delà de 5 ans, vos courbes ne vous renseignent plus vraiment sur la situation parce que la moindre petite déviation va avoir des effets absolument incontrôlables au-delà de ces 5 ans. En revanche, les paramètres démographiques, eux, sont des paramètres relativement sûrs, puisque tous ceux qui vont faire des enfants dans le Sénégal, dans le futur, dans une génération, sont déjà là. Donc ça, vous pouvez avoir une certaine certitude au-delà d'une génération. Or, les chiffres démographiques disent cela. Aujourd'hui, ici, tous les chiffres que je vais donner, je les prends dans le dernier rapport de la Banque mondiale. 1,2 milliard, nous sommes. Et dans l'équivalent d'un peu moins de 2 générations, autour de l'an 2050, il est projeté que nous soyons le double de cela. Cela voudra dire qu'à ce moment-là, un être humain sur 4 sera africain. Cette donnée démographique est une donnée extrêmement importante. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement de masse, il s'agit également de qualité. C'est-à-dire que dans ce boom démographique qui a eu lieu et ce développement qui a eu lieu, les classes moyennes se sont développées. Vous avez eu un développement des classes moyennes tel que ces espaces africains sont devenus des espaces de consommation, d'abord, ça donne des marchés, et ce sont également des espaces productifs et des espaces de créativité, où chaque fois que vous avez un problème, l'autre face de ce problème, c'est un atout. C'est-à-dire que les paramètres qui décrivent la situation africaine sont comme la langue d'Ésope. Vous connaissez la fameuse fable d'Ésope qui estimait que la langue était la meilleure et la pire des choses. Parce qu'avec la langue, vous pouvez dire du bien, et la langue, vous pouvez dire du mal. Eh bien, les paramètres sont comme la langue d'Ésope. Ce qui pose un problème, c'est également un atout. Aujourd'hui, l'Afrique a un problème avec sa population, a un problème avec sa jeunesse. Ça veut dire que vous avez une jeunesse extrêmement importante, et il faut lui trouver du travail, et cela ne va pas de soi. Donc, vous pouvez considérer que cette jeunesse est un poids. Mais également, cette jeunesse est un atout extraordinaire si vous regardez la démographie, non plus seulement localement, mais sur le plan mondial. Et que vous vous dites que les gisements, les grands gisements de développement démographique et de développement de créativité et de développement d'une jeunesse entreprenante, etc., se trouvent en Afrique. Donc, nos problèmes sont également, d'une certaine façon, aussi nos solutions. Cette démographie, il faut la mettre en relation également avec l'urbanisation. Nous avons une urbanisation extrêmement rapide. Vous savez, il y a quelques années, le président français de l'époque, M. Nicolas Sarkozy, a cru bon devoir se promener dans notre pays et nous déclarer que nous n'étions pas suffisamment entrés dans l'histoire parce que nous étions des espèces de paysans qui contemplaient le rythme des saisons et qui faisaient la même chose depuis des millénaires.
c'est pas seulement que le propos était insultant. Insultant, on peut passer dessus, c'est qu'il était profondément faux. Cet homme, ou celui qui lui a écrit son discours, n'a pas simplement regardé la réalité africaine. La réalité africaine, c'est celle d'une jeunesse qui, au contraire, est bien trop entrée dans l'histoire. C'est une jeunesse extrêmement bouillonnante, c'est une jeunesse urbaine et non pas paysanne qui contemple le rythme des saisons, et c'est une jeunesse également, malheureusement, confrontée à un problème tel qu'aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un cimetière. Cette mer, qui était une mer de civilisation, est devenue malheureusement un cimetière pour tous nos jeunes qui estiment que demain est ailleurs, que demain est dans l'ailleurs de l'immigration, Et c'est la situation paradoxale et douloureuse que nous vivons aujourd'hui. Les germes de changement nous disent que les choses sont en train d'aller mieux. Les germes de changement et la projection nous disent que les choses vont aller en principe, de mieux en mieux. Mais en même temps, que tous les chiffres qui permettent de mesurer ce mieux, c'est-à-dire la croissance, etc., existent, en même temps, nous nous rendons compte que cette croissance ne se transforme pas en emploi. Et donc, vous avez la situation paradoxale où la jeunesse africaine est à la fois l'atout le plus important de ce continent, étant donné les germes de changement, et c'est une jeunesse qui ne croit pas elle-même en son propre futur ici. Je lisais il y a quelque temps une étude de l'IFAN qui vient de sortir, qui a fait une enquête auprès des jeunes de 15 à 35 ans, je crois, et il s'avère que 75% de ceux-là disent que leur souhait, c'est de pouvoir partir de ce pays dans les années qui vont venir. C'est terrible. C'est terrible, non pas seulement parce qu'ils veulent partir, mais pour traduire l'état d'esprit que ça signifie. Ce que cela signifie, c'est que vous avez une population qui est atteinte dans sa capacité d'initiative elle-même. Être atteint dans son corps, c'est grave, c'est suffisamment grave. Mais être atteint dans sa capacité de réagir à ce qui vous arrive, c'est pire. Et c'est ce que disait quelqu'un comme Aimé Césaire dans les années 56. Ce qu'il reprochait à la colonisation, c'était moins d'avoir occupé nos pays que d'avoir, dit-il, créé une crise de l'initiative. Et la vraie réponse à la colonisation, ce n'était pas seulement la décolonisation pour lui, c'était également l'idée de reprendre l'initiative et d'avoir l'impression qu'en bonne prospective, l'avenir est quelque chose que nous pouvons nous-mêmes forger de nos propres mains. Et c'est cette idée qu'il s'agit de restituer à notre jeunesse. Je reviens sur ce que je disais de cette démographie de la créativité et de l'innovation. Parce qu'elle est importante si nous réfléchissons également à notre système éducatif. C'est là que le système éducatif prend toute son importance. Parce que créativité et innovation, c'est ce que l'espace d'éducation va créer pour nous. En fin 2017, là, quand nous mesurons les chiffres, il y a 850 millions d'abonnés africains à la téléphonie mobile. Et il y a également près de 350 millions parmi ces abonnés de smartphones. Ça n'a l'air de rien. Chacun de vous a dans sa poche un instrument de ce genre-là et vous êtes connecté à... Et on peut avoir l'impression que ce n'est rien, mais c'est énorme. En réalité, il y a eu récemment une appropriation par l'Afrique et par les Africains de cette technologie, alors que dans les années 60, dans les années 70 et dans les années 80, ce qu'on a appelé les décades perdues, la décade des ajustements structurels, on disait qu'il n'y avait pas de saut technologique, que ça n'existe pas, qu'il faut en gros passer par les mêmes étapes, il y a des étapes obligées dans le développement technologique. C'est faux. La téléphonie mobile le montre. La manière dont les Africains se sont emparés de cette technologie pour la faire servir à leurs propres problèmes. Ce qui fait que le mobile banking, utiliser cette technologie pour faire des opérations de banque, le worry que vous faites exactement, ça a été une intention de ce continent. Pas seulement parce que nous sommes plutôt smart, ce que nous sommes, j'imagine, mais parce que nous avons réussi à connecter ces technologies aux problèmes qui sont les nôtres. Je pense d'ailleurs, dans le domaine de l'éducation, nous en parlerons si vous le souhaitez, que de la même manière, les technologies de l'enseignement à distance sont des technologies que nous sommes en mesure peut-être de nous approprier et de nous approprier infiniment mieux que le reste du monde, mais ceci est une digression. Autre élément maintenant de cette configuration nouvelle
de l'Afrique qui a fait indiquer à The Economist que l'Afrique était the rising continent. C'est que nous ne sommes plus dans la structure d'intégration verticale à l'économie monde. Le résultat de la colonisation, c'était que l'intégration du Sénégal à l'économie mondiale se faisait en continuité avec le pacte colonial. Les infrastructures économiques installées par le colon français, c'est-à-dire nous vendons nos arachides et avec ça nous achetons ce que nous achetons, il nous faut de plus en plus d'arachides pour acheter les mêmes quantités, ce que Senghor appelait la détérioration des termes de l'échange. Ça, c'est une intégration verticale. Si vous voulez construire l'Afrique comme une totalité, vous n'y arrivez pas avec ces structures économiques, parce que chacun des pays est intégré verticalement au reste du monde, mais ils ne sont pas, ces pays, intégrés horizontalement. Vous n'avez pas de complémentarité économique entre vous et la Côte d'Ivoire qui ferait, par exemple, que l'intégration avec la Côte d'Ivoire marcherait bien. Au contraire, vous êtes tous intégrés au même centre qui était la France, qui faisait que la France nous spécialisait, nous, dans l'arachide, spécialisait le Vietnam, l'Indochine dans le riz, faisait que nous achetions le riz indo-chinois et nous leur vendions notre huile d'arachide, ce qui fait qu'on a transformé même nos habitudes alimentaires. Aujourd'hui, les Sénégalais pensent que c'est leur culture de manger du riz, alors que c'est une fabrication du colonialisme. Ce n'était pas notre culture du tout, c'est tout à fait récent que notre culture soit le riz. D'ailleurs, en passant, la lutte avec frappe aussi est une invention du colonialisme. Vous savez, c'était un colon particulièrement terrifiant qui aimait beaucoup faire se battre entre eux et les Africains, et il trouvait que la lutte n'était pas suffisant, il fallait épicer cela en leur demandant d'échanger des coups de poing nus, et aujourd'hui nous disons que c'est notre tradition. Enfin, les traditions se fabriquent. Bref, ce que change aussi dans la configuration que je viens de décrire, c'est que précisément ces complémentarités, ces relations horizontales sont en train cette fois-ci de s'établir. Elles s'établissent parce que nous n'avons plus toujours le même tête-à-tête obsédant avec l'ancien colon. Aujourd'hui, nous avons ces relations horizontales, et de ce point de vue-là, l'importance de la Chine est à souligner. Aujourd'hui, nos anciens maîtres occidentaux nous disent « mais méfiez-vous de la Chine, ce sont des colons encore pires, ils vont faire ceci, ils vont faire cela ». Il faut ricaner. Je veux dire, c'est comme si on ne les connaissait pas eux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont essayer de nous protéger des Chinois. Nous sommes en mesure de parler avec les Chinois. Simplement, ce que le capitalisme ne supporte pas, c'est d'avoir un seul acteur sur le terrain. Quand la Chine est entrée en Afrique, les capitalistes qui avaient du mépris pour le continent, qui tenaient le discours afro-pessimiste, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes, sont revenus dardard aujourd'hui et en essayant d'avoir des parts de marché. L'exemple le plus récent, c'est probablement Total, qui est revenu parce que nous avons du pétrole et du gaz, alors que les compagnies qui étaient là n'étaient pas, les compagnies françaises, etc. La France était en train de revenir sur nos terres et de réapprendre à nous parler d'une certaine manière. Il n'y a pas que la Chine, il y a tous les pays dits émergents, Brésil, Turquie, etc. Mais il n'y a pas que cela, il y a également des pays à l'intérieur de l'Afrique. Quand vous regardez la politique marocaine en direction de l'Afrique, symbolisée par le fait que Casablanca et Moroccan Airlines, non, ça ne s'appelle pas Moroccan Airlines, comment ça s'appelle déjà? Air Maroc, Royal Air Maroc, est devenu le grand hub pour l'Afrique, vous vous rendez compte que sur la base des trajectoires historiques que j'ai décrites, le Maroc a su reconstruire une stratégie en direction du sud. Le Maroc est de ce pays de l'Ifriqiya originel, le pays qui a su le mieux réorienter sa stratégie vers le sud de l'Afrique, parce que le Maroc s'est appuyé sur la profondeur historique des liens qu'il entretenait avec le sud, c'est-à-dire l'Empire du Mali d'abord et l'Empire Songhai, puisque c'est le Maroc qui détruit d'ailleurs l'Empire Songhai et Tombouctou en 1591. Et le précédent roi du Maroc, le père de l'actuel roi du Maroc, a toujours dit que le Maroc ne serait le Maroc que s'il enfonçait profondément ses racines dans le sud nourricier, et l'actuel roi suit cela très bien. Et le traduit en termes modernes dans cette stratégie marocaine en direction du sud du continent. Et c'est dans ce contexte général qu'il faut pouvoir penser l'Afrique et penser donc ce que peut être un projet panafricain.
J'ai donné l'impression d'être un petit peu, de donner un tableau un petit peu rose, un peu trop rose, en parlant de ces nouvelles configurations de l'Afrique. Il y a des problèmes énormes, et je l'ai souligné tout à l'heure en disant que la croissance qui est réelle, qui est la plus importante au monde aujourd'hui, ne se traduit pas encore en emploi. Et ça, c'est un drame permanent. L'idée que des jeunes puissent faire ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire les meilleures études possibles. Donc, ils remplissent leur contrat, mais la société est incapable de remplir son contrat vis-à-vis d'eux. C'est la chose qui devrait empêcher de dormir, et j'imagine empêche de dormir les dirigeants africains. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, ce sont les inégalités. Il y a un vrai développement des classes moyennes africaines. C'est réel. Vous regardez les constructions autour de Dakar et dans le reste du Sénégal, vous vous rendez compte que ce développement est réel. Mais le développement va se faire au prix d'inégalités extrêmement profondes. Inégalités entre régions et à l'intérieur des mêmes régions, inégalités nationales entre les populations. Et ça aussi, c'est une bombe à retardement. Ce n'est pas un hasard si les régions aujourd'hui les plus touchées par le terrorisme, etc., ce sont les régions les plus déshéritées. Le nord Nigeria, vous savez, l'ancien président du Nigeria avait presque fait une croix sur le nord Nigeria. Il gérait à peu près la situation avec Boko Haram, sauf au moment où Boko Haram a enlevé 300 jeunes filles. Bon, là, le monde s'est ému, mais jusque-là, il gérait. Tant que le Nigeria utile, c'est-à-dire toute la partie sud, fonctionnait, les chiffres, les taux de croissance du Nigeria étaient absolument extraordinaires. Donc, il pouvait gérer Boko Haram. Vous êtes là dans le Sahel déshérité, avec les Haoussa et les Fulani. On essaye de vous contenir, mais... Et ça se généralise malheureusement. Ça veut dire donc que les dangers sont là, malgré le fait que les germes de changement vont dans la même direction. Et c'est dans ce contexte-là, je reviens à l'idée d'une construction africaine, que le nouveau visage du panafricanisme dont vous avez la charge se dessine. Il s'est dessiné il y a quelques années, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, qui était véritablement une sorte de syndicat de chefs d'État, est devenue l'Union africaine. Et lorsque l'Union africaine a décidé de donner une direction nouvelle au projet panafricain, en décidant que l'Afrique, c'était 5 régions qu'il fallait intégrer en priorité. Ce n'étaient plus les affirmations impatientes à la Nkrumah, qui disaient il faut tout de suite l'unité africaine, la fédération africaine, les États-Unis d'Afrique. C'était un projet plus pragmatique, peut-être, au fond, qui essayait d'envisager des cohérences culturelles, historiques, économiques entre des régions pour dire ce sont ces régions-là qu'il faut intégrer. Et de ce point de vue-là, les choses avancent également. C'est-à-dire que l'Ouest africain est en train de devenir une réalité. Aujourd'hui, vous le savez, dans quelques semaines, nous allons à des élections. Et nous avons changé nos listes électorales, nos cartes d'électeurs qui vont être combinées avec la carte d'identité. Un événement qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les cartes d'identité que nous allons avoir désormais sont des cartes d'identité ouest-africaines. C'est pour moi le symbole le plus important. Je trouve ça même plus important que nos législatives. L'idée que je vais avoir une identité ouest-africaine et que l'ouest africain devient une réalité. À la fois symbolique, comme pièce d'identité, mais également réelle comme infrastructure. Vous pouvez aujourd'hui prendre votre voiture et décider que vous allez à Niamey et vous ne descendrez pas du goudron. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Parce que ça veut dire que, hors des grandes proclamations panafricanistes, vous avez la création de l'espace panafricain et vous dites, je crée l'espace en question, il devient un espace réel, concret, et je le laisse à l'initiative des populations. Ça, me semble-t-il, est la configuration la plus neuve du panafricanisme et probablement la plus importante. Sur ce plan-là aussi, les choses avancent. Pour ne pas parler de l'Ouest africain seulement, mais de l'Est africain par exemple, vous avez sûrement lu dans les journaux cet événement important qui a été la livraison par la Chine au Kenya de la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi, et qui va normalement être étendue aux pays environnants. C'est-à-dire qu'avec la technologie la plus moderne, la Chine va aider à la constitution d'un véritable espace est-africain livré maintenant à l'initiative des populations
de l'Est africain. Ce que le capitalisme traditionnel de nos anciens maîtres colonisateurs ne faisait pas. Ils n'investissaient jamais dans les infrastructures. Ils investissaient dans l'extraction, dans cette sorte d'économie de traite que nous avions, mais pour investir dans les infrastructures, ça ne les intéressait pas parce que les infrastructures, votre retour sur investissement prend du temps. Et ça, c'est important. C'est tellement important que vous avez vu récemment le Maroc vouloir adhérer non plus à l'UMA, parce que l'UMA est plombé par la rivalité entre le Maroc et l'Algérie du fait du Sahara occidental, mais essayer de se rapprocher de nous, de la CEDEAO, qui marchons. Donc ce sont ces éléments-là que je voulais très rapidement porter à votre attention, mettre en lumière, vous les connaissez, je voulais les prendre de manière systématique pour organiser notre discussion autour de cela. Et surtout, et c'est le point sur lequel je voudrais finir, surtout revenir à l'esprit de la philosophie prospective. On a toujours dit que la philosophie africaine était une philosophie du temps orientée vers le passé, que ce qui était important pour le temps africain, la conception philosophique du temps chez les Africains, c'était le passé, dans la mesure où le passé, c'était la tradition riche qui devait dicter la manière dont nous allons nous comporter dans l'avenir. C'est une certaine philosophie du temps qui est à l'opposé de la philosophie de la prospective. Ce que nous dit la prospective, c'est que le temps le plus important, ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir. Mais je regarde la projection du futur que je souhaite et je me demande qu'est-ce que ce tableau futur m'impose comme action aujourd'hui. Étant donné le futur souhaitable que je veux construire, de quelle manière est-ce que je dois agir aujourd'hui? Et non pas penser, étant donné mon passé et ma tradition, qu'est-ce que je dois faire? Voilà deux approches radicalement opposées de la philosophie du temps, ce à quoi je vous invite, ce à quoi mon travail philosophique se résume. Au fond, si je résume mon travail philosophique, ce sera le titre de mon livre sur Iqbal, le sous-titre de mon livre sur Iqbal, la fidélité et le mouvement. L'idée que la vraie fidélité est dans le mouvement. La fidélité à notre tradition, à notre pensée et à qui nous sommes sera réelle si nos actions nous sont dictées non pas par cette tradition, mais par le futur que nous souhaitons. Et c'est sur cette idée-là que je comptais terminer mon propos. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. C'est l'étape de résumé de ce que vient de dire le professeur. Et avant de passer la parole aux signants élèves pour leur contribution, je voulais juste recueillir l'impression des suggestions de la part du directeur avant qu'on ouvre une liste pour les autres. C'est le discours que je tiens toujours ici. J'ai dit aujourd'hui, le saut, on est obligé de faire ce saut. On a les capacités et les possibilités de le faire. Je le dis toujours, après 300 ans de colonisation, non, 300 ans d'esclavage, 100 ans de colonisation, ça fait 400 ans d'esclavage et d'aliénation de soi. Ou en 50 ans d'indépendance, scientifiquement, on est capable de dire des choses que les Occidentaux ne peuvent pas mettre en cause. Donc on a le droit de faire ce saut-là. Je le dis toujours. Et on est obligé de faire ce saut-là. Et donc il faudrait tout simplement qu'on ait confiance en nous-mêmes, que nous portons nous-mêmes notre avenir et notre avenir. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit souvent aux étudiants, on dit que l'Afrique c'est l'avenir. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. C'est l'avenir à eux. C'est à nous de penser notre avenir et c'est à nous d'œuvrer pour notre avenir. Donc vraiment, vous l'avez dit, on a vu toute la colonisation qu'on fait aujourd'hui, c'est que les Chinois sont en train de faire. C'est très bien que les Français qui nous ont colonisés pendant 400 ans, nous avons fait. Ça, on le sait. Et toute initiative, je dis toujours, je dis aux étudiants, j'ai dit que ce qui les empêchait, nos grands-parents, de suivre les séries scientifiques, sont encore là. Beaucoup plus méchants et beaucoup plus utiles. Donc c'est à nous d'œuvrer avec intelligence pour chercher notre voie et porter notre développement. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction. Et vraiment, les impressions, c'est je suis un directeur complet. Aujourd'hui, en compagnie, je félicite le bureau des élèves pour cette initiative que je salue et que je soutiens. Merci beaucoup, professeur. Et vous avez bien fait, Monsieur Sonko, de rappeler que les pays asiatiques, le Japon de l'ère Meiji ou la Corée lorsqu'elle a commencé à se développer, même la construction des grandes compagnies coréennes, comme vous le savez, ce sont d'abord des familles.
C'est-à-dire que les structures familiales coréennes ont été traduites, si vous voulez, en termes modernes pour répondre aux défis de la modernisation. Et ce qui fait que les grandes compagnies que vous avez, ce sont des familles. Aujourd'hui, elles sont en crise d'ailleurs parce que la condamnation actuelle en prison de l'ancienne présidente est liée à tous ces phénomènes de corruption qui peuvent jouer dans ces grandes familles. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles ont conduit le développement de ce pays. Donc il ne s'agit pas de renier la tradition, mais de dire la chose suivante. La tradition elle-même n'a de sens, ne prend son sens qu'à l'intérieur d'un projet que je formule. Autrement dit, c'est le temps dont je dispose. Quel est le temps dont je dispose? C'est le présent. Le présent est le temps de mon action. Le passé est ce qu'il est, je ne le change pas, je ne peux pas le changer. L'avenir est ce qu'il est, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Le présent est le temps où j'agis. Et si je dis que j'agis non pas en fonction du passé, mais en fonction du futur que je souhaite, ça veut dire que mon action aujourd'hui, le projet que je porte, va donner sens non seulement à ce futur que j'essaie de dessiner, mais va même donner sens à mon passé. Autrement dit, la tradition sénégalaise est une chose que nous continuons, que de manière continue, nous renouvelons et inventons par les actions que nous prenons. C'est très abstrait ce que je viens de dire et je vais essayer de vous donner un exemple précis, qui est un exemple que vous trouvez chez Jean-Paul Sartre. Pour ceux d'entre vous, j'imagine que Jean-Paul Sartre était à un moment donné au programme de terminale. Jean-Paul Sartre dit « Je me promène, je me trouve devant un obstacle, une montagne. Je peux décider que, cette montagne me donne l'opportunité de grimper, même si c'est un peu pénible, je vais souffrir pendant 20 minutes à grimper, mais ça me permettra en haut d'avoir une vue magnifique sur le paysage. Ou bien je me dis « Ah zut !» je vais être en retard, j'ai pris le chemin que je croyais être le plus court, maintenant je suis obligé de contourner la montagne. Ça veut dire que la montagne ne prend son sens qu'à partir de mon projet. Si j'ai le projet de voir le paysage, la montagne devient une aide. Si j'avais le projet d'aller le plus rapidement possible de l'autre côté, la montagne devient un obstacle. C'est-à-dire que la situation qui est la mienne attend mon action pour revêtir sa signification. C'est l'action que je vais mener qui, de manière rétrospective, va donner sens à ma tradition. Aujourd'hui, la tradition japonaise est une tradition admirable, la tradition coréenne est une tradition admirable, parce qu'au présent, le Japon est développé et la Corée est développée. Personne ne parle de la tradition du Bechuanaland ou de la tradition de je ne sais plus quelle tribu perdue au fin fond de l'Asie. Parce que ces traditions-là attendent encore le projet qui va leur donner sens. Donc c'est comme si en inventant mon futur, j'invente également mon passé. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que c'était abstrait, mais bon, votre question me donne l'occasion de préciser cela. Et donc de dire que l'humain est ainsi fait qu'il est toujours en train de donner sens à son propre passé. Et vous savez, la religion dit la même chose. Quand la religion, vous trouvez souvent dans cette référence dans le Coran, où il est dit, un tel prophète est venu vous voir et vous lui avez répondu, tu veux nous sortir de la religion de nos pères, nous allons suivre la religion de nos pères. Si vous faites une lecture superficielle de ces versets coraniques, vous vous dites, ok, dans le passé, avant que la vraie religion arrive, les gens refusaient la religion au nom du polythéisme de leur père, etc. Mais si vous entendez cette phrase comme nous parlons de nous, aujourd'hui, de temps en temps, nous avons la tendance à transformer notre propre tradition en une espèce d'idole et de divinité, sans comprendre que cette tradition, elle nous appartient, elle est notre héritage, et qu'il nous appartient de lui donner signification par les actions que nous entreprenons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je disais que nos actions ne doivent pas nous être dictées par ce qui est dans notre dos, mais par ce qui est devant nous. Et c'est dans un cadre comme celui-là que nous allons à la fois inventer notre futur et inventer notre propre tradition, comme le Japon l'a fait, comme la Corée du Nord également l'a fait. Maintenant, je reviens dans l'ordre des questions. Alors, du coup, ça me mène à la question de l'OUA, qui est extrêmement importante. L'OUA a pris la décision, lorsque l'OUA a été créée en 1963, une décision conservatoire qui, au bout du compte, était une décision relativement sage, en mettant l'accent sur la souveraineté
des différents États-nations qui venaient d'être indépendants et de sortir de la colonisation. L'OUA a pris la mesure consistant à dire nous allons garder les frontières héritées de la colonisation. Ces frontières sont souvent absurdes, comme la frontière entre le Sénégal et la Gambie, mais gardons-les parce que si nous commençons à essayer de redessiner la carte, nous allons avoir la guerre de tous contre tous. Vous allez avoir des incendies partout en Afrique parce que les États vont vouloir redessiner les frontières justement en fonction de leur force ou de la force qu'ils s'imaginent. Ce principe a à peu près marché. Si vous regardez les choses, il n'y a que 2 États nouveaux qui ont été créés, qui ont remis en question les frontières, c'est l'Érythrée et c'est le Sud-Soudan. Et ce sont des pays qui continuent d'ailleurs à avoir des problèmes. C'était sage. Mais le principe de souveraineté nationale a été tellement appuyé que l'OUA était devenu un syndicat de chefs d'État, c'est-à-dire on se protège. Au nom du sacro-saint principe de souveraineté nationale, on ne regarde pas ce que fait le voisin, on ne condamne pas son voisin, etc., etc. On accepte les coups d'État, vous faites un coup d'État, vous supprimez les libertés fondamentales, vous mettez tous vos opposants en prison, mais vous êtes quand même invité à la table de l'OUA et vous discutez avec vos pairs qui vous protègent. L'Union africaine a changé de ce point de vue-là. L'Union africaine a décidé qu'il y avait des principes. Regardez la manière dont la CEDEAO, par exemple, sur mandat de l'Union africaine et de l'ONU, de l'Union des Nations Unies, a réglé la question gambienne. C'était une action absolument magnifique. C'est-à-dire que la CEDEAO dans son ensemble, même si le Sénégal, par sa situation, a été évidemment tête de pont, a décidé qu'il y avait un principe démocratique, un principe de liberté et de dignité humaine qu'il fallait défendre. Contre l'idée de souveraineté nationale, je fais ce que je veux à l'intérieur de mes frontières. Et ça, c'est un changement assez important. L'idée, encore une fois, que la construction d'une Afrique émancipée et réconciliée avec les droits humains est une entreprise collective, ça, c'était devenu très important. Une autre décision de l'Union africaine sur laquelle je ne me suis pas appesanti, dont j'avais prévu de parler, et vous me donnez l'occasion de le faire, c'est la décision qui a été prise de faire de la diaspora la 6e région africaine. Parce que les 5 régions, on voit où elles sont, ce sont des régions géographiques, l'Ouest africain, le nord de l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. 6e région, on dit la diaspora. C'est une région purement symbolique, c'est une mesure purement symbolique, mais c'est une manière aussi de se rattacher à cette trajectoire historique que j'ai essayé de décrire. L'idée panafricaine est venue de la diaspora. Et l'Afrique avait une place, si vous voulez, réduite dans le projet panafricain de la diaspora en général. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le projet panafricain est un projet continental africain et la diaspora se trouve avoir une place. Maintenant, ce symbole est une place vide. Il s'agira de le remplir, de savoir exactement ce que cela signifie pour les diasporas anciennes, africaines, américaines en particulier, installées dans le Nouveau Monde, de se connecter au destin de l'Afrique, de cette Afrique nouvelle, ou bien alors les nouvelles diasporas qui ont un rôle important à jouer dans le développement que je viens de dessiner. Ce qui me mène d'ailleurs à la question du brain drain, de la fuite des cerveaux, posée par Mansour Gueye. C'est un fait. C'est un fait qu'effectivement, l'Afrique j'ai parlé tout à l'heure de cette émigration massive, mais il y a, à côté de l'émigration économique, si vous voulez, le phénomène qui est le phénomène du brain drain, qui fait que beaucoup de jeunes Africains, sénégalais en particulier, s'installent à l'étranger au terme de leurs études. À un moment donné, d'ailleurs, c'était mon ami Mamadou Diouf et moi-même qui étions en quelque sorte les poster children du brain drain. Dès qu'on pensait fuite des cerveaux, mon nom venait sur le tapis. Et je disais toujours, mais nous ne sommes pas véritablement importants, parce que aussi bien Mamadou que moi avons d'abord fait notre carrière ici. Nous sommes revenus au terme de nos études et j'ai enseigné, moi en particulier, 20 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant de me sentir autorisé à travailler dans des conditions un peu plus faciles et à produire pour mon pays et au nom de mon pays dans des conditions qui étaient quand même plus faciles. Non, le vrai mouvement sociologique important,
C'est le mouvement que je vois, moi, quand je me promène, quand je suis invité dans les différentes universités américaines à donner des conférences comme je viens d'en donner ici. J'ai toujours à la fin quelqu'un qui vient me voir et me dit « Grand, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, je m'appelle un tel, c'est un Sénégalais, ou un Africain de l'Ouest, etc. Et j'ai fait mes études ici, j'ai été recruté comme assistant professor en chimie, assistant professor en ceci ou en cela. » Et donc je vois ce que c'est que le brain drain, c'est celui-là, le vrai brain drain. Mais par ailleurs, il faut bien se rendre compte que c'est à peu près inévitable. Pendant une génération, cela va encore être le cas. La vraie question à se poser, c'est comment faire en sorte, j'ai parlé tout à l'heure de la diaspora comme d'une 6e région, comment faire en sorte que ce brain drain devienne un brain gain, un gain de cerveau. C'est-à-dire, et là, il ne faut pas s'obnubiler sur notre cas, il faut regarder les enseignements de l'histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de faire cette trajectoire historique. Il faut toujours se rendre compte que son cas n'est pas unique et son cas s'est produit dans l'histoire. L'Inde et la Chine ont connu exactement la même situation. Aujourd'hui, vous avez énormément de professeurs indiens dans les grandes universités américaines. Vous avez énormément de professeurs chinois dans les grandes universités américaines. Les départements où je travaille, l'université où je travaille, quand nous faisons une réunion, il y a évidemment une importante masse de professeurs américains, mais nous sommes une proportion énorme de gens qui venons d'ailleurs. Parce que les universités américaines sont construites sur le principe que quand elles recrutent mondialement. On vous demande d'être le meilleur dans votre discipline, quel que soit le pays où vous habitez, et on vous recrute. Et une fois que vous êtes recruté, vous êtes sur un pied d'égalité avec tout le monde. Vous pouvez vous retrouver chef du département, doyen de la faculté, président de l'université, alors que vous n'êtes pas de nationalité américaine, etc., parce que ce qui compte pour eux, c'est ce que vous pouvez apporter à cette université. Et sur ce principe-là, qui est à la fois un principe de recrutement des profs et de principe de recrutement des étudiants, parce que les étudiants également viennent de partout. Vous avez des flux immenses aujourd'hui d'étudiants chinois qui veulent s'inscrire et qui sont une masse financière importante. Toutes les universités se battent aujourd'hui pour avoir les Chinois, les Indiens, parce que ce sont des gens qui payent rubis sur ongle, cash, leurs études. La France est en train de créer un maximum d'enseignements en anglais pour capter également sa manne. Quand aujourd'hui les universités françaises m'invitent à venir être visiting professor pendant quelques semaines et à donner un séminaire, on m'invite aussi pour que je fasse le cours que je fais en anglais. Parce que ça leur permet d'attirer des étudiants qui ne parlent qu'anglais. Et donc, c'est cette mondialisation aujourd'hui des connaissances, des intelligences, etc., il faudra compter avec. Et il n'y a aucune raison que l'Afrique soit en dehors de ce circuit. Donc, il faut que vous sachiez que le brain drain, ça va encore continuer sur au moins une génération. Il arrivera un moment où cela va s'inverser parce que c'est le cas en Chine et c'est le cas en Inde. En Chine et en Inde, les choses sont en train de s'inverser. Les étudiants sont en train de préférer faire leurs études à l'université de New Delhi. Ils ne vont aux États-Unis que quand ils ont raté le concours d'entrée à l'université de New Delhi, qui leur semble meilleur que la plupart des universités américaines aujourd'hui. Et par ailleurs, les gens rentrent. Mais même quand ils étaient dans ces meilleures universités américaines, ils s'arrangeaient toujours pour garder des liens avec leur pays d'origine. Le programme que l'UNESCO a voulu mettre en place il y a plusieurs années, qui s'appelait TOC10, Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals, le transfert de connaissances à travers les citoyens nationaux expatriés. C'est-à-dire comment faire en sorte que quelqu'un qui, comme mon ami Mamadou Diouf, enseigne l'histoire à Columbia, fasse bénéficier également l'université Cheikh Anta Diop ou l'université de Thiès ou l'université du Bénin de ses compétences, etc. Ça peut se mettre en place très facilement. Vous parliez de la commission que j'ai dirigée. Une des recommandations, c'était celle-là. C'était de faire en sorte que les universités répertorient les gens qui sont à l'étranger, et pas seulement les gens connus comme ceux que je viens de citer, et se disent, nous avons ces ressources-là à l'étranger, comment faire en sorte d'en faire profiter nos propres établissements, soit physiquement, parce que ce sont des gens qui sont toujours prêts à revenir pour rien. Vous n'aurez
pas à leur payer un sou, je peux vous assurer qu'ils ont le nationalisme chevillé au corps et qu'ils viendraient pour rien, pendant plusieurs semaines, faire un séminaire de formation dans les techniques les plus avancées dans leur domaine, ou alors en utilisant les technologies nouvelles. Parce qu'il est très facile de faire un cours par Skype. De temps en temps, quand je voyage, mes étudiants, je leur donne rendez-vous par Skype et je fais mon cours de cette manière-là. Donc, la dématérialisation des possibilités est telle que l'on peut en profiter. Donc, voilà la bonne question à poser. N'essayez pas d'arrêter le brain drain, vous n'y arriverez pas. La configuration socio-économique des choses est telle qu'il faut compter que ça va s'assécher progressivement, mais pas dans moins d'une génération, probablement. Donc, en faire un brain gain en attendant le moment où les choses vont s'inverser. Alors, la mondialisation, chers collègues, Sen, vous avez parfaitement raison. La construction du projet panafricain peut parfaitement se heurter à la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation a tendance à, au contraire, exploser les grands ensembles. Et il faut donc se battre pour ces grands ensembles. Et ça n'est jamais gagné. Les problèmes que l'Europe a aujourd'hui avec le Brexit anglais le montrent. Les problèmes qu'il y a à maintenir l'euro le montrent. Aujourd'hui, ici, nous discutons beaucoup pour savoir si nous devons continuer avec le franc CFA ou pas, etc. Ça veut dire que la construction de l'unité est une opération de longue haleine. Ça n'est jamais gagné une fois pour toutes. Mais il est nécessaire, il est impératif de construire cette espèce d'interface entre nous et les grands vents de la mondialisation, parce que c'est la meilleure manière, au fond, de maintenir ce que nous sommes, de maintenir ces traditions qui sont les nôtres, pour revenir encore ici à la question importante posée par Arona Sonko, et à l'intérieur de ce cadre d'une unité africaine, essayer de tirer le meilleur parti de la mondialisation où nous voici plongés. Alors, les nouvelles technologies, beaucoup de start-up. Il y a 1 an et quelques, j'ai été invité à Stanford à donner une conférence. Et une de mes nièces, qui se trouvait à l'époque elle-même étudiante à Stanford, m'a fait faire le tour de l'université, que je connaissais vaguement, mais il valait mieux connaître cette université à travers les yeux d'une étudiante sénégalaise, elle-même étudiante à Stanford. Et elle m'a montré en particulier un espace qui est dédié simplement à ceux qui ont des idées d'innovation et qui veulent tester ces idées, aller jusqu'à la phase où on crée un prototype. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont déjà orientés au moment où ils entrent dans les endroits, ces espaces prestigieux comme Stanford, etc., par l'idée d'entreprendre, l'idée de créer et l'idée d'innover. Prenez le cas de Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il était, il y a quelques jours, à Harvard, où il a donné des commencement speeches, un des discours de la graduation. Et j'y étais parce que mon fils lui-même faisait sa graduation à Harvard. Eh bien, voilà un homme qui, au moment où il était à Harvard, d'ailleurs il en a plaisanté en disant « Si je finis mon discours, ce sera la seule chose que j'aurai fini à Harvard ». Parce que, comme vous le savez, il était à Harvard inscrit en computer science, en informatique, et il n'a jamais terminé. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais terminé? Parce qu'il avait déjà l'idée de Facebook. Et paradoxalement, la formation en informatique, pour avoir les diplômes, lui aurait fait perdre du temps par rapport à ce qu'il devait entreprendre à ce moment-là. Ça veut dire donc que quelqu'un qui est entré, qui était déjà extrêmement formé, extrêmement brillant dans le domaine qui était le sien, c'est tout de suite jeté dans les idées d'innovation, de telle sorte qu'il est sorti de l'école, il a abandonné, il a échoué, si vous voulez, entre guillemets, mais il a échoué du bon côté. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il a échoué, c'est précisément ce que, en principe, l'établissement, l'institution devait lui apporter, c'est-à-dire les qualifications nécessaires pour mettre à jour et pour mener à bien un projet dont il était porteur. Puisqu'il était déjà porteur du projet, puisqu'il savait exactement où il allait, il est parti et il a créé Facebook, qui aujourd'hui est une affaire évidemment de plusieurs milliards de dollars. Vous avez énormément de jeunes comme ça.
qui, tout en continuant leur scolarité, sont obnubilés par l'idée de l'innovation qui va être la chance de leur vie. Ce qu'ils veulent entreprendre, ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes. Make a difference, comme ils disent toujours ces jeunes. C'est-à-dire, nous voulons faire une différence dans le monde. Qu'est-ce que je vais faire, réaliser, qui va faire que je vais avoir une différence? Or, nous avons un système scolaire que nous avons hérité de la colonisation. La colonisation a créé l'école au Sénégal et dans les pays africains parce que cette école devait former les agents pour cette colonisation, c'est-à-dire les auxiliaires de l'administration. Et donc nous avons été à l'école avec cette culture qui consiste à dire « j'acquiers mes diplômes et je finis fonctionnaire ». Nous avons une mentalité de fonctionnaire. L'État va nous employer. Un jeune qui sort de l'université et qui est employé par le système fédéral américain, il considère que c'est un échec, que c'est une perte de temps. Il peut commencer à la rigueur en travaillant pour l'État américain, en enseignant par exemple, en étant pour Teach for America, mais son plan de carrière, c'est de partir de là le plus vite possible pour se mettre à entreprendre et pour créer sa propre affaire et faire ce développement. C'est donc une mentalité qui est radicalement différente. Et pourtant, ces jeunes-là, effectivement, vous avez raison de dire, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Je dis nous parce que j'ai été moi-même élève ici. Nous sommes même, nous autres Sénégalais et nous autres et Français, parce que nous avons hérité du système français, en principe, nous sommes même plus forts qu'eux. Notre système est tellement exigeant qu'à niveau égal, après le bac et dans les toutes premières années de l'université, nous sommes plus forts que les Américains. Mais très rapidement, ils deviennent infiniment plus forts que nous, précisément à cause de cet état d'esprit. Ça change radicalement. Un Français qui sort des classes préparatoires, vous le menez dans une université américaine, il plane sur tout le monde. Dès qu'il a fini ses études d'undergraduate, il se retrouve à l'arrière de la classe et c'est les autres qui sont devant lui. Parce que les autres ont été élevés dans cette idée d'entreprendre, d'essayer et d'avoir cet esprit d'innovation permanent. Et c'est donc cela que nous devons essayer d'insuffler également dans nos formations. Avoir les qualifications les plus pointues, mais également avoir la capacité d'entreprendre. Il faut évidemment des conditions, c'est-à-dire qu'il faut également que le système de crédit suive. La plupart du temps, d'ailleurs, ces jeunes-là sont aidés par leurs parents. Les start-up, beaucoup de start-up commencent dans les garages des parents. L'enfant dit, bon, ben, je sors de l'école, j'ai mon billet, je ne sais pas quoi faire, maman, est-ce que tu peux me prêter ton garage, tu gares ta voiture dehors, et paf, il commence son start-up dans le garage de sa mère. On voit cela. Mais c'est dans cet état d'esprit d'innovation que se trouve cette différence. Nous avons hérité d'un système scolaire qu'il nous faut repenser totalement. Et quand nous parlions, le directeur et moi, nous sommes tout à fait en phase sur ce que nous pensons de ce point de vue-là. L'orientation vers les STEM, ce n'est pas seulement quantitativement avoir plus d'étudiants dans les sciences, les technologies et les sciences de l'ingénieur, c'est également avoir des gens qui n'attendent pas tout de l'État, qui se disent qu'est-ce que je vais créer comme différence dans le monde, qu'est-ce que je vais créer comme entreprise, qu'est-ce que je vais créer comme start-up. Enfin, j'aborde la question, vous avez parlé du problème du leadership et de dirigeants. C'est vrai, mais il ne faut pas toujours systématiquement regarder vers les dirigeants politiques quand nous passons de leadership. Chacun doit savoir apprendre, et c'est la même chose que l'entrepreneuriat, à être leader dans son propre domaine. Je vais vous donner un exemple. Nous avons souvent parlé au Sénégal de la nécessité de faire en sorte que notre système d'enseignement intègre nos langues nationales, avec l'idée que nous devons pouvoir enraciner l'enfant durant ses premières années d'apprentissage dans le langage qui lui permet d'être en continuité avec l'expérience familiale et l'expérience de son environnement immédiat. Et nous disons toujours que les choses ne se font pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Qu'est-ce que c'est que la volonté politique? C'est-à-dire, si j'attends la volonté politique, j'attends des décrets du président Macky Sall, mais il va prendre tous les décrets que je veux en disant, bon, ben maintenant, je veux que les langues nationales soient dans le système éducatif. Ça n'avancera pas d'un iota. Les décrets seront là, mais nous n'avancerons pas. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas suffisamment de textes dans les langues nationales pour que ces textes deviennent
les ouvrages de référence pour l'enseignement. L'Université de Saint-Louis a un département extrêmement important qui est le CRAC. Dans le CRAC, il y a en particulier un cours qui a été assuré par mon ami Boubacar Boris Diop il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, qui était un cours en Wolof sur la littérature et les œuvres de fiction Wolof. Extrêmement important, extrêmement intéressant. Mais il faudrait, pour nourrir ce genre de cours, qu'il y ait beaucoup plus de romans en Wolof, écrits en Wolof, qu'il n'y a aujourd'hui. Or, si vous sortez de Cheikh Ali Oundaou, de lui-même Boris qui a écrit Domigolo, traduit ensuite en Les Enfants de la Guenon, vous n'avez pas énormément de choses. Ça veut dire donc que c'est la responsabilité de ceux qui disent qu'ils attendent de la volonté politique de produire des textes dans les langues nationales qui vont nourrir les enseignements futurs dans ces langues. Pourquoi je vous parle de cela en termes, pour répondre à votre question de leadership? C'est que le leadership n'est pas seulement le leadership là-haut, c'est la question que je me pose de savoir quelle est ma contribution à cette décision-là. Si je dis que chaque fois que j'écris 3 textes de philosophie en anglais ou en français, qui sont les 2 langues dans lesquelles j'écris aujourd'hui, je veux écrire également au moins un texte ou un article en Wolof. À ce moment-là, je suis en train de préparer l'avenir. Ça veut dire que ceux qui, à un moment donné, enseigneront et apprendront la philosophie en Wolof auront des textes à lire. S'ils me font l'honneur de considérer que ce que j'ai écrit est suffisamment important pour être étudié en philosophie, ils auront aussi des textes de moi écrits en Wolof. C'est ça que j'appelle le leadership. La question que je me pose de savoir quelle va être ma contribution, plutôt que de dire « Ah, mais il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté politique ». Les politiques feront ce que nous leur dirons de faire. Par exemple, si nous sommes convaincus par le projet panafricain, est-ce que vous savez, vous allez voter dans quelques jours, dans quelques semaines, pour les élections législatives. Et chacun de vous a évidemment la direction dans laquelle il va voter. Mais est-ce que vous savez quel est le projet panafricain de ceux pour qui vous allez voter? Non. Parce qu'ils n'ont aucune pression pour en parler. Ils n'ont même aucune pression pour y penser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la CEDEAO? Ça ne figure dans aucun programme. Personne ne vous parlera de cela à la télévision. En revanche, ils vous diront pourquoi ils sont meilleurs que le voisin et ils vous diront pique-pendre de ce voisin, ils vous diront tout le mal qu'ils pensent de ce voisin et on sautera sur place en disant fignon comme homme, ou etc. Et nous faisons nos campagnes électorales sur ça. Mais quel est le projet panafricain dont les partis sont porteurs? Personne ne sait. Comment faire en sorte pour que les choses changent? Parce que les politiciens ne changeront que sous la pression des électeurs. Eh bien, quand ils se présentent à nous, nous leur disons oui, nous avons bien compris ce que vous voulez nous dire, votre compétiteur est très mauvais, mais quel est votre projet exactement pour l'avenir de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil du Maroc dans la CEDEAO? Est-ce qu'il faut ou pas? Donc, c'est à nous, électeurs, de faire en sorte que les politiciens répondent aux questions que nous leur posons et ne tiennent pas le discours qu'ils ont envie de nous poser. Et là encore, voilà un leadership que nous exerçons et nous les obligeons à l'exercer. Sinon, nous leur donnons quartier libre, roue libre, et les campagnes électorales ressembleront à une grande foire d'empoigne et nous voterons comme ça dans le flou sans trop savoir quel est le programme éducatif, quel est le programme sur le plan de l'intégration, quel est le programme panafricain de ceux pour qui nous votons. Donc la question du leadership est centrale à condition de décentraliser cette question et de ne pas considérer simplement que nous avons un problème de gouvernant, nous avons un problème de leadership à notre niveau. Martin Luther King disait que si vous êtes un balayeur, essayez d'être le meilleur balayeur possible. C'est-à-dire que la question du leadership, chacun la pose au niveau qui est le sien en disant dans la direction qui est la mienne, avec ce que je pense être le potentiel que je représente, comment est-ce que j'exerce mon leadership au service de mon pays? Et une fois que vous posez la question de cette manière-là, la question du leadership, à mon avis, c'est clair. Je voulais encore une fois vous remercier infiniment pour l'occasion que vos questions m'ont donné de donner ces commentaires-là et d'approfondir mon sujet. Et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah.